Salut! Dernière vidéo concernant la self-induction. Dans cette vidéo, nous allons aborder un certain nombre de choses. On va reparler du régime transitoire, on va essayer de le formaliser, le régime transitoire, sur l'expérience que l'on avait faite, et on va parler de la self en régime sinusoïdal forcé, qui est le régime que nous utiliserons à l'avenir dans l'étude du transformateur. Dans cette vidéo, on va voir comment extraire l'impédance en fonction de la fréquence sur une self, et on parlera de son déphasage et également de sa notation complexe ici que vous avez là, parce que ça va nous être utile en fait pour travailler sur les réponses futures des transformateurs en fonction des couplages de tubes. Allez, à tout de suite. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu que le flux dans cette self, le flux dépendait directement du courant et de la valeur de la self-induction. Alors je vais redessiner ici une self, d'accord, que je vais appeler L. Cette self est parcourue par un courant, ici I, et on a vu que le flux égale LI. Quand on a écrit cette équation, on a écrit cette équation dans la mesure où on était en régime permanent, c'est-à-dire sur cette partie ici du graphique, et ce que l'on va chercher aujourd'hui, c'est à comprendre ce qui se passe entre le moment où le système était au repos, ici, puisque là il est, on va dire, au repos, il passe par une phase de régime transitoire pour arriver dans un régime permanent dans lequel j'ai écrit cette équation. D'accord ? Alors, il faut savoir ce que l'on recherche. Qu'est-ce que l'on est en train d'essayer de chercher quand on parle d'un régime transitoire? On essaye de comprendre la variation, on va dire, entre un état et un autre état. Alors ça nous a donné cette courbe. Alors comme je l'ai dit, cette courbe, pour la comprendre, malheureusement, elle est la conséquence de la résolution d'une équadif. Alors je ne vais pas résoudre l'équation différentielle, mais je vais vous expliquer le processus. Qu'est-ce que l'on recherche? On recherche à comprendre une variation finalement, une variation de courant, ce qui nous concerne ici, où on a vu que cette variation de courant provenait du fait qu'on avait naissance d'un champ magnétique venant s'opposer au champ propre, phénomène de self-induction. Alors essayons maintenant de redessiner uniquement cette maille qui est ici, voilà, comme ça, et avec un interrupteur et puis une tension, on va dire, une alimentation. C'est ce que l'on a ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une self-induction, par sa nature même, est un composant imparfait. C'est probablement, avec le condensateur, un des composants les plus imparfaits que l'on puisse fabriquer. Pourquoi? Parce que par sa nature, quand on enroule un fil, il y a forcément une résistance parasite, comme cela, ici, qui est à l'intérieur même de la self. Cette résistance parasite, on ne peut pas l'extraire en fait de la self, ce qui veut dire qu'en fait, si on fait un modèle, le modèle d'une self, ici, il est toujours composé, ici, d'une résistance en série avec une self parfaite. Donc on a une self parfaite, ou idéale, on peut dire, avec une résistance parasite. Alors, d'autres éléments parasites peuvent intervenir dans une self. Typiquement, le fait qu'on ait un fil qui soit enroulé, on se retrouve aussi avec des capacités réparties qui interviendront dans les réponses des transformateurs quand les fréquences vont augmenter. Pour l'instant, pour ce type d'échelon de tension, on va négliger l'existence de ces éléments parasites. Mais néanmoins, ils existent. Ils existent et à partir du moment où on fait un tour, on fait un condensateur. Alors si cette valeur est très faible, on peut la négliger. Et si cette valeur ici est très faible en regard de la fréquence, on peut aussi la négliger. Mais pour l'instant, pour comprendre ça, on est obligé, on va dire, de considérer la résistance parasite. Par ailleurs, cette résistance que j'ai représentée ici, elle est à l'intérieur, et ici, on a quelque part l'ampoule ici. Donc, cette résistance parasite plus l'ampoule, ça nous fait une résistance R. Alors, essayons maintenant de comprendre le phénomène ici. Alors, il y a deux façons de l'interpréter. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on faisait monter progressivement, à partir du moment où on referme ici l'interrupteur, le courant monte progressivement. Alors, comment peut-on essayer d'expliquer ça? Il y a plusieurs façons de l'expliquer. On va pour ça écrire la tension ici U. D'accord, U. Il y a un courant I.
il y a évidemment une tension qui se trouve UL, je vais écrire UL, mais attention, cette tension que je suis en train de dessiner, c'est pas la tension qui est aux bornes vraiment de la self ici. C'est la tension qui apparaîtrait sur une self idéale et sa résistance. Et on a aussi une tension ici sur UR. D'accord? Pour que nous n'ayons pas de courant, pour qu'on n'ait pas de courant ici, comment peut-on essayer d'expliquer ce phénomène-là, ne serait-ce que par la loi des mailles? Alors on peut bien sûr expliquer ce phénomène en se disant, puisque là on a écrit U, UL, UR, à partir du moment où on a refermé l'interrupteur ici, si on écrit ça comme ça, avec des valeurs comme ça, ce sont des valeurs qui ne dépendent pas du temps. C'est-à-dire qu'en fait on est en train d'écrire ce qui se passerait là, quoi. En revanche, si on veut décrire le phénomène entre le t de 0 au moment où il était au repos et le moment où il est passé au régime permanent, il est bien évident qu'il va falloir insérer là-dedans des notions de temps, donc ça va devenir des fonctions du temps. Pour être plus clair, quand on écrit ça, on est en train d'écrire l'évolution de chacune de ces tensions et courants en fonction du temps. Pareil pour le courant. Alors, une des façons d'expliquer qu'il n'y a pas de courant, ici, c'est d'expliquer que l'on a, en fait, finalement, eu, au démarrage, une tension, ici, aux bornes de cette selve idéale, on va dire. Cette tension qui est ici n'est pas véritablement directement mesurable au moyen d'analyseur de spectre ou vraiment d'un contrôleur, on va dire. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de cette self idéale qui est là. D'accord ? De la même manière, ce courant inverse que l'on a vu dans le phénomène de self-induction, on ne peut pas le mesurer. La seule chose que l'on peut mesurer, c'est le courant ici. Donc si on regarde maintenant, si on essaye de faire une expérience de pensée, on va dire, et que l'on voit le courant monter comme ça, on peut imaginer que la self s'est comportée en fait ici, cette self idéale s'est comportée comme un générateur de tension dont la valeur était égale à la tension d'alimentation et que cette valeur, au cours du temps, a diminué. Alors cette valeur que j'ai dessinée, E ici, il ne faut pas confondre d'ailleurs avec l'exponentielle, ça s'appelle la force électromotrice. Alors ça existe dans tous les dispositifs qui concernent des bobines. Alors dans les épisodes précédents, on a vu que pour pouvoir faire naître un courant à l'intérieur d'une self, ou d'une bobine, ou d'un solénoïde, il faut faire une variation de champ, ou une variation de flux, en fonction du temps. Alors quel est l'outil qui va être capable de nous rendre compte de cet événement au cours du temps, c'est-à-dire d'une variation au cours du temps? L'outil qui permet de connaître ça, par rapport à des fonctions, c'est la dérivée. Donc ce que l'on va chercher ici, c'est à comprendre comment qualifier cette tension ici, cette force électromotrice aux bornes de la self, en fonction du temps. Alors pour ça, il y a une formule que je vais vous donner tout de suite. La force électromotrice dans une self, elle est donnée comme étant la variation de flux d de phi sur d de t. C'est une expression de la dérivée, comme on l'utilise souvent en physique, c'est-à-dire avec la notation de Leibniz. Alors l'intérêt de ça, d'avoir écrit comme ça, c'est qu'on ne se préoccupe pas de la nature de la variation de ce flux. En l'occurrence, nous, on a refermé ici sous la forme d'un échelon de tension, mais on peut imaginer que ça soit un signal quelconque. La tension aux bornes, la force électromotrice ici, en fonction du temps, c'est la dérivée de la variation du flux en fonction du temps. C'est tout simplement ça. Le fait que l'on mette un signe moins ici, c'est un respect de la loi de Lenz. Donc on pourrait très bien écrire ou dessiner ce schéma, on pourrait l'imaginer comme étant, on va dire, un générateur, E, dont la tension varie en fonction du temps, une résistance parasite, série, et puis là on a notre ampoule ici qui est A1, on va dire. Voilà le schéma
on va dire, de notre système. En d'autres termes, ici, on a la tension d'alimentation en fonction du temps. Ici, on a une tension qui vient s'opposer à ça. Et là, on a eu la tension sur la résistance. Et cette tension a diminué. Ça, c'est le strict équivalent de ça, si on le considère dans un phénomène par rapport au temps. Voilà. Alors maintenant que l'on sait que le flux, quand il est établi en régime permanent, s'exprime comme le flux multiplié par la self-induction. On peut très bien écrire à ce moment-là que la tension est égale à moins d de Li sur dt. En d'autres termes, la tension aux bornes d'une self idéale, elle est égale à d de Li sur dt. d de Li sur dt. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'avoir écrit une dérivée d de Li sur dt? Ça veut dire que la tension aux bornes d'une self, c'est la dérivée du courant par rapport au temps. C'est pas plus compliqué que ça. La tension aux bornes d'une self, c'est la dérivée du courant par rapport au temps. Quelle que soit d'ailleurs la forme que puisse prendre ce courant. Alors, si maintenant on écrivait ici, avec ces équations-là, cette loi d'émail qui est ici, si on rentrait une dérivée, on va tôt ou tard écrire quelque chose comme étant U de T, c'est-à-dire la tension d'alimentation, est égale à RI de T plus LDI sur dt. Et là, le fait d'écrire ça sous cette forme-là, ça s'appelle une équation différentielle. Et ces équations différentielles de la forme, c'est des équations différentielles du premier ordre, je m'arrêterai ici, et forcément, dans ces équations-là, la solution de ces équations fait apparaître une exponentielle parce que c'est la propriété même de la fonction exponentielle dont la dérivée, la primitive, etc. sont équivalentes. C'est pour ça, c'est la simple résolution de cette équation qui nous donne cette variation ici en fonction du temps. Mais on va maintenant s'intéresser à ce même fonctionnement en régime sinusoïdal à partir de LDI sur dt. Je vais effacer le tableau et je vais vous parler tout de suite du régime sinusoïdal forcé. Alors pour ceux qui seraient frustrés que je n'ai pas résolu l'équation différentielle dans cet épisode, j'essaierai de la mettre en ligne, j'essaierai de mettre en ligne sa résolution sur le site web, quoique je pense que vous pouvez facilement la trouver sur le web en cherchant équation différentielle filtre RL ou LR, ça dépend comment vous voyez. Quoi qu'il en soit, intéressons-nous maintenant non plus au régime transitoire qui est là-haut, mais on va s'intéresser au régime sinusoïdal forcé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un transformateur fonctionne en régime variable. Alors il est d'usage, quand on travaille sur des montages au laboratoire, de travailler ce que l'on appelle dans un régime sinusoïdal forcé, c'est-à-dire, comme je l'ai dit maintes fois, c'est-à-dire que le générateur VF impose au système, un système quelconque, une fonction sinusoïdale, ce qui simplifie énormément les calculs, et on va voir pourquoi. Alors on ne travaille pas qu'avec des signaux sinusoïdaux, bien sûr, au laboratoire, on peut travailler avec des signaux triangulaires ou carrés en fonction de ce que l'on veut faire. Mais pour ce qui va être des calculs, des modèles équivalents et autres, on va considérer à partir de maintenant que les signaux qu'on va envoyer à l'intérieur du transformateur sont des signaux sinusoïdaux. Il faut savoir qu'en audio, à moins que vous soyez un fanatique d'écouter du 1000 Hz, on va envoyer des signaux d'à peu près de n'importe quelle forme. L'intérêt d'avoir exprimé la tension aux bornes d'une self comme étant la dérivée du courant par rapport au temps fait que dans cette équation que j'ai écrite au tableau, elle ne préjuge pas de la forme du signal appliqué. Alors maintenant, on va imaginer que sur une self comme ça, on va mettre une self ici, L,
Et on va venir la raccorder à un générateur sinusoïdal. Et on va donc avoir un courant ici dans la self. Ce courant est un courant sinusoïdal. Quelle est l'expression d'un courant sinusoïdal? Un courant sinusoïdal, ça s'exprime comme étant, alors à ce moment-là, il faut écrire ça en fonction du temps, I de t est égal à I crête multiplié par sinus oméga t. On va considérer qu'on n'a pas là de phase à l'origine. Si je dessine ça, ici, si je dessine ce signal en fonction du temps, je vais essayer de le dessiner à la main. Donc la représentation d'un courant sinusoïdal au travers du temps, ça donne ça. Normalement, c'est un peu mieux dessiné que ce que je viens de faire à la main. Maintenant, intéressons-nous à la tension qui va naître aux bornes de cette self ici. Alors, si on a une tension, quelle est la tension qu'on a ici? Même on peut mettre U pour respecter les conventions habituelles. U de t. Ben, il suffit d'aller remplacer dans cette équation ici le I de t par I sinus oméga t. Le I ici, avec un petit chapeau, ça indique que c'est la valeur crête. Ça, c'est I crête. Alors, si maintenant on rentre ça là-dedans, qu'est-ce que ça va donner? Ben, si on regarde ce que ça va nous donner E est égal à L D de I sinus oméga t dt. Alors évidemment, c'est pas forcément, si vous n'êtes pas l'habitude de faire une dérivée, ça ne va pas vous indiquer quelque chose comme ça, mais ça c'est tout simplement quelle est la dérivée, on s'interroge de savoir quelle est la dérivée d'un sinus. Quelle est la dérivée d'un sinus? Alors ça se retrouve facilement sur le cercle trigonométrique. Ici on a le sinus, et là on a le cosinus. On tourne dans ce sens-là pour obtenir la dérivée. Et la dérivée d'un sinus, c'est un cosinus. Dérivée de sinus x égale cosinus x. D'accord? Et précisément, si on regarde là, on a I sinus oméga t. Quelle est la dérivée de sinus oméga t? Le oméga ici, bien sûr, c'est toujours pareil, c'est 2πf. Hein. Ouais, la dérivée de sinus oméga t, c'est oméga cosinus oméga t. La dérivée de sinus oméga t, c'est oméga cosinus oméga t. Je ne vais pas vous refaire un tableau de dérivée, mais la dérivée de sinus AX, c'est A sinus AX. Voilà ce que ça nous donne. Alors ça va nous donner quoi comme courbe ici? Qu'est-ce que ça va nous donner au cas particulier d'un sinus? Ben, ça va nous dire que la tension U de t, dans ce cas-là, elle est égale à L, la valeur de la self-induction ici, oméga, multiplié par I cosinus oméga t. Et là, vous retrouvez quelque chose immédiatement là-dessus. On va te dire deux choses. C'est que cette partie qui est là, ça n'est ni plus ni moins que l'impédance de la self en fonction de la fréquence. Ça, c'est l'impédance de la self en fonction de la fréquence. Donc on va pouvoir tracer la tension. Mais du fait qu'on a entre sinus et cosinus exactement 90 degrés, ou pi sur 2, si vous travaillez en radian, qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Eh bien, on va avoir une courbe qui va démarrer ici. Voilà, j'ai effacé le tableau et j'ai correctement redessiné les signaux et fait de la place pour qu'on puisse achever cet épisode concernant la self-induction en régime sinusoïdal, qui sera donc le régime variable que nous utiliserons pour l'étude du transformateur par la suite. Alors, ce que l'on a ici, c'est le courant. Le courant, évidemment, c'est un sinus qui a donc de la forme I sinus oméga t, sachant que le I ici, c'est ça, hein, donc c'est la valeur crête. Alors, on a vu que la self-induction ici se comportait de la façon suivante, c'est-à-dire que l'expression de la tension, c'est la dérivée du courant,
Et quand on vient remplacer dans cette équation, ici, le I de t par I sinus oméga t, on obtient quelque chose comme I L oméga cosinus oméga t. Et c'est évidemment le signal qui est représenté ici. Alors, il y a deux choses à retenir là-dessus. La première, ce que l'on a vu, c'est que L oméga, c'est l'impédance de la self. L oméga est égal à l'impédance de la self, ce qui veut dire que plus la fréquence augmente, plus l'impédance augmente, à la différence du condensateur. Plus on va s'élever en fréquence, plus cette impédance va s'élever. La deuxième, que l'on a un déphasage, ici, on a un déphasage de pi sur 2 ou de 90 degrés entre le courant et la tension. Donc maintenant, on va pouvoir parler de puissance. Alors, puissance dissipée dans une self. Alors, la puissance dans une self, soumise à un régime sinusoïdal forcé, la puissance, c'est et ça restera toujours P égale UI, en alternatif cosinus phi. Alors, le cosinus phi ici, il est donc de 90 degrés. Donc, il est égal, si on fait cosinus de 90 degrés, égale 0. En conséquence de quoi, la puissance dissipée dans une self est 100% réactive et sa puissance est égale à 0. Alors ça va avoir une conséquence immédiate quand on va traiter du transformateur. C'est qu'un transformateur, s'il n'est pas chargé sur le secondaire, un transformateur parfait, s'entend, un transformateur parfait ne consomme rigoureusement aucune puissance. Alors on verra que ce n'est pas vrai quand on passera sur un transformateur réel, parce qu'on a des pertes liées au noyau de fer, on a des courants de Foucault, on a des pertes ohmiques ici qui vont partir en joules en fait. Si la self était parfaite, une self soumise à un régime sinusoïdal, du fait qu'on a ce déphasage là, est toujours égal à 0. Tout le temps égal à 0. Deuxième considération qui est intéressante à avoir, c'est que dans une self, du fait de ce déphasage, on voit que l'on a la tension ici, ça se voit nettement là, on voit la tension arrive en avance sur le courant. Dans une self, la tension, à l'inverse du condensateur, est en avance sur le courant. Et quand on était en régime transitoire, ce que l'on a ici, je vais mettre là plutôt, si vous regardez bien, la tension est arrivée et le courant était égal à 0. C'est-à-dire que la tension arrive toujours en avance sur le courant. Dernier point, on va parler de la notation complexe. Alors il est d'usage, quand on est sur des réseaux dans lesquels on a un régime sinusoïdal forcé, de ne pas utiliser, comme je viens de faire à titre de démonstration ici, les dérivés. On peut simplement se contenter de faire de l'algèbre tout à fait classique, avec des produits et des sommes, en utilisant la notation complexe. Du fait que l'on a ce déphasage, si l'on représente, selon vos souvenirs, le plan complexe ici, donc avec la partie réelle, et là la partie imaginaire, qui en physique est utilisée avec J, la self, du fait de ce déphasage que l'on a ici, son impédance c'est J, son impédance complexe, et J L oméga. Évidemment, cette grandeur, ce module-là, va grandir en fonction de la fréquence. C'est pour ça qu'on fait ces additions en quadrature quand on aura des éléments parasites. Je vous renvoie pour ça d'ailleurs à la vidéo qui avait été faite concernant le filtre du premier ordre de manière graphique, une résolution de manière graphique. On a fini concernant la self-induction, on a fini cette introduction à l'électromagnétisme au sens large. Les prochaines vidéos que nous allons traiter, pour l'instant on a traité ça, et c'était paradoxalement la partie la plus longue de notre exposé, puisque c'est ce qui fait tous les rappels de l'électromagnétisme. Dans la prochaine vidéo, puisque là il n'y aura qu'une seule vidéo, que je vais essayer de tourner cette semaine, mais je ne suis pas certain d'avoir le temps, on va parler ici de cette partie-là, on va parler de transformateur parfait, induction mutuelle, transformateur AR, transformateur parfait. Ça fera l'objet d'une seule vidéo. Eu égard au rappel, aux introductions qu'on aura fait sur et acquises sur
l'électromagnétisme et la self. Ça va aller relativement vite. Et enfin, une autre vidéo, on parlera de cette partie-là, de modèles équivalents. On va parler donc de perméabilité magnétique, hystérésis, courant de Foucault, modèle équivalent. Et là, on aura enfin, on passera à la partie réponse et couplage avec les tubes. On a donc 3 vidéos à traiter pour boucler le sujet du transformateur. Il est possible que la 3e vidéo, je la décompose en 2 vidéos, eu égard au fait que l'on va devoir travailler sur des filtrages pour expliquer les réponses et les couplages de tubes entre la triode et la pentone. Allez, salut et à bientôt sur les ondes.